Alors, bonjour tout le monde. On part ça aujourd'hui, un entretien sur les capteurs quantiques avec, en fait, deux invités de marque, je vous dirais, à Sherbrooke. Pour commencer, Jérôme Bourassa, qui est président directeur général de Cubic, expert de l'interaction lumière-matière dans les dispositifs supraconducteurs pour la métrologie quantique et non pas la météorologie quantique, évidemment. Jérôme, on revient à toi dans un instant avec ton entreprise Cubic. J'ai vraiment hâte de te poser un paquet de questions, savoir qu'est-ce que c'est que cette entreprise-là. Et David Roiguet, président et cofondateur de SB Quantum, expert sur les centres colorés à base de diamants. On va parler diamants et lien entre les diamants et le quantique avec David de chez SB Quantum. Là aussi, j'ai beaucoup de questions pour toi, David. Ça ne sera pas long, on y arrive dans quelques instants. Avant de sauter dans le vif du sujet, je suis Ghislain Lefebvre, je suis au développement des partenariats à l'Institut quantique et aussi au développement de tout le volet vulgarisation avec Curieux Quantique et le webinaire que vous vous apprêtez à écouter a été monté dans le cadre des Curieux Quantiques. Donc, on parle de capteurs quantiques. On n'a pas encore abordé les capteurs quantiques dans cette série de webinaires depuis un peu plus qu'un an maintenant qu'on en a monté. Alors, on saute tout de suite dans ce monde fascinant, en fond, donc de l'utilisation des technologies quantiques, mais de façon extrêmement appliquée, extrêmement moderne et actuelle. Au sens où souvent on entend parler d'ordinateur quantique qui est pour plus tard. Maintenant, les capteurs, c'est pour aujourd'hui. Quand je dis capteur, là, vraiment au sens large, Jérôme, on commence avec toi, avec Cubic. Donc, de votre côté, chez Cubic, vous travaillez sur des radars quantiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, c'est ça. Donc, nous, en fait, chez Cubic, ce qu'on fait, c'est on résout le problème d'ambiguïté au niveau de la télédétection des ondes dans le domaine des micro-ondes. Donc, ça, entre autres pour l'application pour le radar, mais aussi ça peut avoir d'autres ramifications, comme par exemple pour les télécommunications. Ce qu'on s'est rendu compte en discutant avec plusieurs personnes, là, des experts dans différents domaines, c'est que lorsqu'on utilise les micro-ondes pour sonder l'environnement, lorsqu'on utilise les micro-ondes pour communiquer, il arrive souvent des ennuis où est-ce qu'on a de la misère à détecter le signal, on a de la misère à interpréter l'information. Et c'est pas la faute du logiciel, c'est pas la faute de l'interpréteur en tant que tel. C'est lorsque le signal arrive à l'antenne, au niveau du récepteur, il se trouve à être contaminé par des interférences avec les autres émetteurs qui sont dans l'environnement, du bruit aussi qui se trouve à être là. Il est contaminé aussi par le fait que assez souvent, lorsqu'on envoie un signal, comme on ne contrôle pas dans la manière qui se trouve à se propager dans l'environnement, il peut rentrer en interaction avec plusieurs objets différents, des buildings, des arbres, des autos, pour ensuite, il va y avoir de multiples réflexions qui vont arriver sur le capteur et qui, là, ils vont tout être un peu mélangés ensemble, ce qui fait en sorte que le signal, il se trouve à être embrouillé. Il est là, il est présent, on le sait qu'il est là. C'est l'information qui se trouve à véhiculer, qui se trouve à être peu claire. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on a démontré, c'est que si on utilise des ressources quantiques au niveau du transmetteur, puis on a des évidences que si on utilise des ressources quantiques au niveau du récepteur pour écouter le signal, on est capable de résoudre plus efficacement cette ambiguïté-là pour pouvoir distinguer où est-ce que le signal est allé, puis quelle information se trouve à être cachée dedans. L'objectif ici, c'est que si on améliore le processus de détection, puis l'acuité de ces systèmes-là, on va pouvoir être en mesure de pouvoir acheminer de l'information qui, avant, était très difficile, voire impossible. En bout de ligne, dans un système radar, de point de vue pratique, ça peut permettre de détecter des cibles qui, avant, étaient cachées. Ça peut permettre de détecter des cibles qui étaient trop loin pour pouvoir être observées. Ça peut être aussi offrir un système radar qui va être plus robuste aux interférences ennemies. Dans un contexte géopolitique, en ce moment, ça peut être quand même assez d'actualité avec ce qui se passe là, malheureusement en Europe de l'Est. C'est le genre de technologie qui, d'un point de vue stratégique, militaire, peut être excessivement intéressant. OK, excellent. Là, laisse-moi essayer de récapituler ici. Donc, un radar classique, c'est un appareil qui émet des micro-ondes,
qui va aller réfléchir sur un objet qu'on veut détecter, mais qu'on ne voit pas nécessairement par d'autres méthodes, qui va revenir, puis notre radar va donc non seulement émettre ces micro-ondes-là, mais les détecter. Puis l'interprétation du signal, dans le fond, va nous permettre de dire, bien, oui, on a un objet qui est à telle distance, peut-être avoir sa vitesse. Donc ça, c'est classiquement ce qui se passe. Peux-tu nous dire, donc parce que là, Cubic, vous travaillez sur un radar quantique, qu'est-ce qui est l'aspect quantique à l'intérieur du radar que vous développez pour aller chercher ce que tu nous disais de meilleure précision, détecter ce qu'on ne pourrait pas détecter autrement? Oui. Donc, il y a plusieurs manières d'y arriver. La manière la plus facile et évidente, quelqu'un qui fait un peu de génie électrique ou qui sait un peu comment fonctionnent les signaux, c'est qu'on a des outils électroniques qui se trouvent à générer les signaux et qui se trouvent à les traiter. Ces outils électroniques-là, dans la manière de traiter et de générer le signal, fondamentalement, vont se retrouver à générer du bruit par-dessus. Ce qui va faire en sorte que le signal qu'on veut tantôt transmettre, tantôt reconnaître et récolter, il va être contaminé par le bruit à l'interne qu'on va lui ajouter pendant qu'on essaie de le traiter. Donc, de prime abord, le premier avantage des matériaux quantiques puis des circuits quantiques qu'on peut offrir, c'est de réduire la quantité de bruit durant le traitement du signal, soit à l'entrée ou à la sortie. Donc, ça, c'est un premier avantage. Le deuxième avantage qu'on y voit, en fait, c'est qu'on a une opportunité ici d'aller exploiter vraiment l'aspect quantique fondamental des signaux qu'on envoie. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les signaux micro-ondes, c'est des ondes électromagnétiques. Ce qu'Einstein nous a appris au siècle dernier, ça fait plus que 100 ans maintenant, c'est que les ondes électromagnétiques, les particules, c'est des photons. Puis, avec le quantique, au niveau du micro-ondes, ce qu'on est capable de faire désormais, c'est d'aller traiter justement au niveau du photon très granulaire, pour reprendre l'expression dans la discussion avec David tantôt, niveau très granulaire de l'onde qu'on se trouve à envoyer. Ce que ça permet de faire, c'est un niveau de précision qu'on n'avait pas avant sur l'onde elle-même qu'on se trouve à acheminer. De point de vue pratique, ce qu'on pense pouvoir offrir, c'est auparavant, on envoyait des signaux et tous les signaux, toutes les pulses qu'on envoie à répétition sont tous identiques. On n'est pas capable de pouvoir les distinguer ensemble. C'est une des raisons pour laquelle c'est difficile ensuite de pouvoir distinguer des objets parce que les signaux se trouvent à se mélanger entre eux. Si on arrive et on extirpe un peu l'aspect quantique de la chose, on est capable de venir taguer, mettre une espèce de code barre, une empreinte digitale sur chaque parcelle de signal qu'on envoie. C'est un niveau de précision qu'on n'avait pas avant. Et si on a cet aspect-là, ben on est capable de faire maintenant de la traçabilité des signaux qu'on envoie dans l'environnement, ce qui fait que lorsqu'on a un signal qui revient, ben on est capable de savoir, OK, est-ce que c'est mon signal ou ce ne l'est pas? Ben, si ce ne l'est pas, je flush, je filtre. Et donc, ça me permet de diminuer la quantité de bruit. Et en plus, c'est comme je suis capable de savoir un peu plus précisément la traçabilité, ben je vais être capable de savoir, OK, ce signal-là, est-ce qu'il est arrivé de cette distance-là ou il est arrivé un petit peu plus loin? Je suis capable de les identifier plus dans le temps. Je suis capable de les identifier un petit peu plus en fréquence aussi. Et donc, ça va nous permettre de pouvoir avoir une image plus claire, une meilleure résolution de qu'est-ce qui se passe autour de nous. Wow, OK, écoute, c'est beaucoup d'informations, mais je me risque quand même avec une autre question côté quantique. Il me semble déjà avoir lu que dans le radar quantique, les photons donc, qui sont émis sont même intriqués entre eux. Est-ce que ça se peut, ça? Oui, en fait, c'est de point de vue ultime, au-delà de la capacité de pouvoir générer et d'utiliser des signaux avec un très faible niveau de bruit qu'on va rajouter durant le traitement, on a des dispositifs qui nous permettent de créer deux signaux qui sont tout à fait aléatoires, mais qui sont des copies conformes l'un de l'autre. De point de vue classique, ce genre de processus-là intègre naturellement des erreurs à l'intérieur, ce qui fait en sorte qu'un peu comme une photocopieuse, on peut avoir un livre, une œuvre originale, on va la mettre dans une photocopieuse et les imperfections vont faire en sorte qu'on va être capable de distinguer les deux, ne sont pas identiques. De point de vue quantique, on a un chip qui nous permet de faire une photocopie pratiquement parfaite, à la limite de ce que les lois de la quantique nous permettent de faire. Et donc, en ayant ça, on est capable de
envoyer un signal qui est aléatoire, mais dont on a la trace, sa signature. Et en plus, on a dans notre carnet de bord, on a un carnet dans lequel on a l'identifiant de ce signal-là avec une précision qui est exemplaire. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on a un signal qui nous revient, on peut ensuite comparer dans notre livre et pouvoir dire, OK, oui, c'est vraiment ce signal-là, c'est moi qui l'ai envoyé, je peux te le certifier. Et donc, on utilise cet enregistrement-là, nous autres, dans notre contexte, pour pouvoir générer justement des signatures qui sont uniques et qui sont très difficilement falsifiables. Ah, excellent. C'est vraiment intéressant parce que l'intrication, on en entend parfois parler quand on commence à s'intéresser au quantique. Puis, ça reste quand même fascinant de se dire, OK, on a deux particules qui vont être liées ensemble de façon, bien, comme tu disais, là, intrinsèque. Donc, on est capable, dans ton cas, c'est la portion copie du signal. Donc, dans le fond, tu connais exactement en gardant un avec toi, c'est ce que je comprends. Le deuxième qui va se promener, qui va revenir, tu es capable de savoir, donc, oui, c'est bien moi qui l'ai mis, oui, c'est bien. Donc, le signal que je recherchais et analyser, dans le fond, là, tous ces attributs par la suite là, pour aller chercher. C'est ce que je comprends là, de ce que tu es en train de nous raconter. Voilà, tu as tout compris. Excellent. Bon, écoute, attention, la compétition s'en vient, Jérôme. Mais écoute, dernière petite question avant de passer à David. Dis-moi, là, ce que je comprends aussi, c'est que le radar que vous développez, l'idée, c'est aussi de camoufler son signal à l'intérieur de bruit ambiant. Donc, c'est ce que toute cette technologie-là de radar quantique va permettre, c'est donc de dire, OK, non seulement on a une meilleure précision, une meilleure lecture, mais en plus, on est capable de se camoufler dans ce qui existe comme bruit ambiant, puis avoir un niveau de détection de gens qui voudraient savoir où on se trouve, dans le fond, mais beaucoup plus bas, voire nul par rapport à ce qui existe en classique. Oui, bien, en fait, c'est une méthode un peu classique de pouvoir envoyer un message secret. C'est que tu te trouves à l'encoder puis faire en sorte que d'autres personnes vont se trouver à y comprendre rien. Et donc, il y a plusieurs méthodes d'y arriver. Ça en est une. En fait, l'idée, c'est que si tu envoies un signal qui est tout à fait aléatoire, quelqu'un qui va essayer de l'intercepter, il va trouver qu'il ne ressemble à rien. Et puis ça, un signal tout à fait aléatoire, c'est ce qu'on appelle du bruit. Et donc, l'idée ici, c'est que nous, comme on a une source primaire de bruit et qu'on est capable de générer deux bruits qui sont tout à fait identiques, tout à fait aléatoires et identiques, et qu'on est capable d'en garder une copie avec pratiquement sans faille, sans erreur, bien, on peut l'envoyer ensuite dans l'environnement. Puis ce bruit-là, pour quelqu'un d'autre, il va se retrouver à ressembler à tout à fait n'importe quoi d'autre. Il ne sera pas capable de faire la distinction. Et donc, ça va permettre d'opérer dans une situation où est-ce que ça va être tout à fait secret. Quelqu'un d'autre va pouvoir, il va se promener avec une antenne, il verra rien de spécial parce qu'il va juste collecter du bruit. Mais nous, le fait qu'on connaît le signal qu'on envoie, qui a l'air tout à fait anodin, qui a l'air de rien, quand il va revenir, comme on a sa signature, bien, on le sait que c'est pas juste du bruit, que c'est notre signal. Et puis, on va être capable de l'authentifier, de le certifier, puis on va pouvoir l'interpréter par la suite. Et puis donc, c'est un peu ça, c'est qu'on envoie quelque chose qui a une signature unique, qu'on est capable de reconnaître. Et donc, l'idée, c'est qu'on est ensuite capable de pouvoir le distinguer parmi la masse qui est là. C'est un peu comme se promener dans une foule qui est habillé n'importe comment, mais que tu mets un saut de bonhomme banane, par exemple, de mascotte. Ça va être facile de spotter la banane. Pour n'importe qui d'autre, ça va l'air de n'importe quoi. Okay? C'est un peu ça le concept. Wow, écoute, c'est fascinant. J'aurais encore 1000 questions, mais je pense que je vais les garder pour un peu plus tard. Merci beaucoup, Jérôme. On va passer à David de chez SB Quantum. Donc, David, de votre côté, c'est une technologie aussi de capteur quantique, mais c'est complètement différent. Donc, vous utilisez des centres NV dans le diamant. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous faites avec ça? Oui, donc en effet, on développe une technologie de capteur de champ magnétique qui est basée sur une certaine sorte d'impureté dans le diamant. Donc, il y a différentes sortes d'impuretés dans les diamants synthétiques et naturels. Ça peut être des impuretés de bore qui vont donner une apparence bleutée au diamant. Ça peut être des impuretés d'azote qui, quand elles sont suffisantes, vont donner une apparence vraiment jaunâtre. Dans notre cas, on utilise des impuretés d'azote, mais dans un certain régime. Des impuretés d'azote qui sont appariées avec une lacune, donc un atome de carbone qui manque dans la maille cristalline du diamant.
Et ça fait en sorte qu'on peut exploiter la propriété quantique du spin de l'électron pour faire du sensing, donc pour en faire un capteur. Donc, c'est un système qui est quand même très riche pour pouvoir initialiser, lire l'état quantique, puis le manipuler de façon optimale. On utilise des technologies hétérogènes, mais qui sont quand même assez communes dans le domaine, disons, de la physique quantique. Donc, on initialise avec une impulsion laser dans le verre. Donc, en fait, on utilise le même genre de technologie compacte qu'on a dans les pointeurs laser pour les présentations, dans le temps qu'on faisait des présentations en personne. On fait la lecture avec ce même laser-là, mais suite à l'impulsion laser verte, en fait, il y a de la lumière rouge qui est réémise par l'impureté. Donc, ça, c'est dû au fait qu'on a un agencement particulier de niveau d'énergie relié à cette impureté-là, qui est dans le domaine optique, dans le visible, donc dans le rouge à l'infrarouge. Et ce qui va arriver, c'est que quand on va venir manipuler l'état de spin de manière résonante, donc en envoyant des micro-ondes, dans notre cas, c'est autour de 3 GHz, quasiment dans les fréquences du Wi-Fi. On va venir manipuler de manière résonante le spin et ça va venir moduler la quantité de lumière rouge qu'on obtient. Donc, en fait, c'est les expériences qu'on fait day-to-day pour vraiment s'intéresser aux différentes propriétés de ce défaut-là, c'est qu'on va regarder l'amplitude de la lumière rouge qui est réémise en fonction de la fréquence micro-ondes qu'on applique sur les défauts. Et à partir de là, on obtient une raie de résonance qu'on détecte optiquement, de laquelle on peut extraire la température du diamant, la pression qui est appliquée sur le diamant, le champ électrique et finalement le champ magnétique. Donc, ça, c'est vraiment la propriété qu'on exploite activement pour faire de la magnétométrie. Et ce qui est merveilleux avec ce système-là, c'est que les impuretés, étant donné qu'ils sont dans la maille cristalline très parfaite du diamant, c'est une maille cristalline qui est très rigide, qui découple de l'environnement extérieur dans une certaine mesure. Et donc, on peut avoir des très bons temps de cohérence pour l'état de spin, même à température ambiante. Donc, ça, c'est une propriété qui est quand même pas très répandue dans les systèmes quantiques. Et donc, on a un bon temps de cohérence, mais aussi l'impureté, elle peut être alignée selon 4 sites dans la maille cristalline du diamant. Donc, ce qui fait en sorte que dans un très petit volume, si on a plusieurs de ces impuretés, on peut mesurer le champ magnétique selon plusieurs axes en même temps. Donc, selon 4 axes différents. Et donc, à partir de là, on peut remonter non seulement à l'amplitude du champ magnétique, mais aussi au vecteur de champ magnétique ou utiliser la redondance entre certains axes pour supprimer certains effets indésirables, indésirables par rapport aux performances du magnétome. Donc, c'est un peu ça la technologie à haut niveau. Donc, on a commencé à prototyper la technologie, puis ce qui est merveilleux, c'est qu'aujourd'hui, on peut l'amener sur le terrain. Donc, c'est un peu l'avantage de cette techno-là, c'est qu'étant donné que ça fonctionne à température ambiante, c'est facile de rapidement aller vers les applications. OK. Bon, là, laisse-moi essayer de résumer ce que tu viens de nous dire parce que c'était quand même pas mal dense, mais c'est pas grave, je pense que j'ai été capable d'aller chercher 2-3 éléments. OK. Tu dis, on part d'un diamant qui est un système cristallin de carbone à la base. Donc, tu as des atomes de carbone. Chaque atome de carbone est attaché à 4 autres atomes autour de lui. Mais là, il y a des impuretés. Fait que dans ton cas, tu enlèves 2 carbones, un des deux, tu remplaces par un azote. Ça fait que dans le fond, tu as un atome d'azote à côté, tu as un trou. Et ce système-là fait en sorte que tu as accès à 4 électrons autour de cet azote-là? Ben, en fait, c'est 2 électrons. Donc, c'est ce qu'on appelle un spin, un système de spin 1 qu'on manipule puis qu'on utilise pour mesurer le champ magnétique. Mais vraiment, quand on parle de la lacune versus l'atome d'azote peut être sur 4 sites différents. Donc, en fait, on peut mesurer le champ selon 4 orientations différentes. OK, dans ce sens-là. OK, parfait, merci. Fait que là, dans le fond, toi, ce que tu fais, c'est que tu travailles avec des qubits de spin, c'est ce que je comprends. Oui, absolument. Ah, bon, génial. Parce que donc, les qubits, ce n'est pas juste dans l'ordinateur quantique, parce qu'on entend souvent parler des qubits dans le cadre de l'ordinateur quantique, mais là,
Donc, toi, ce que tu utilises, c'est un qubit de spin, ou des qubits de spin à l'intérieur du diamant. Tu nous dis que les temps de cohérence sont vraiment très bons. Par curiosité, combien de temps ça peut durer ou est-ce que c'est utile que ça dure longtemps, dans le fond, dans le cas du magnétomètre? Oui, dans le cas des impuretés dans le diamant, c'est autour de la microseconde. Si on compare au système supraconducteur, au qubit supraconducteur, ce n'est pas très impressionnant, mais bon, on a la microseconde à température pièce. Ah, puis ça, c'est une grosse différence parce que si on regarde les qubits supraconducteurs, là, on parle de quoi? 10, 20 millikelvin. Donc, on est à 273 degrés de différence. C'est quand même pas si mal de ce côté-là. OK, donc là, dans le fond, vous utilisez le diamant pour les qubits de spin que vous êtes capable de générer à l'intérieur, de manipuler. Donc là, est-ce que ces qubits-là sont capables d'être intriqués les uns avec les autres? Donc, l'intrication dont Jérôme parlait, d'être capable de dire, OK, on va prendre deux objets quantiques qu'on va lier ensemble. Est-ce que c'est quelque chose qui est utile dans le cadre des magnétomètres ou vous utilisez simplement le qubit pour lui-même? Très bonne question, très bonne question. L'intrication, je dirais que c'est le saint graal du domaine de la magnétométrie à base de diamants. S'il y a quelqu'un qui pouvait le faire, ça serait vraiment génial parce qu'on peut augmenter la sensibilité des senseurs par la racine carrée du nombre de systèmes que tu peux enchevêtrer ensemble. Donc, ici, on parle de millions, même des milliards d'impuretés qu'on pourrait possiblement intriquer ensemble. Par contre, étant donné que c'est des systèmes atomiques, ils sont très, très localisés, ils sont difficiles à coupler les uns avec les autres. De manière contrôlée, c'est très, très difficile. Il y a certaines personnes, d'autres startups, le nom m'échappe, mais il y a d'autres startups qui utilisent justement les centres NV pour faire du quantum computing. Et à ce moment-là, il faut vraiment créer des réseaux bien agencés de centres NV avec des grilles de couplage pour pouvoir facilement intriquer les centres NV ensemble, mais ce n'est pas une méthode qui est très, très scalable. Les erreurs s'accumulent très rapidement. Donc, dans notre cas, on n'utilise pas directement l'intrication, mais plutôt la superposition des états. Donc, on peut avoir des séquences de pulses micro-ondes qui font en sorte qu'on est capable de préparer des états superposés pour avoir une meilleure sensibilité de mesure ou faire des séquences de pulses plus compliquées pour être uniquement sensible dans une certaine gamme de fréquences. Donc, ça peut être utile pour certaines applications. Ça peut lui permettre aussi de non seulement faire du sensing traditionnel, mais même d'aller vers le NMR, la résonance de spin de certains matériaux à l'échelle atomique. Parce qu'on a un système atomique à la base, donc on est capable de bien étudier son environnement. Donc, éventuellement, il y en a certains groupes qui travaillent sur ça, d'imager c'est quoi le champ ou la structure moléculaire grâce au NMR atomique. Excellent, excellent. Puis dis-moi, tout ça en termes d'application, parce que là, tantôt, en introduction, je disais c'est des technologies qui sont quand même assez matures pour dire que là, on commence à faire des tests réels sur le terrain. Dans ton cas, peux-tu me dire, les applications, ça ressemble à quoi? Parce que le magnétomètre, ça détecte le champ magnétique. Quel genre de champ magnétique? Pas le genre de champ magnétique, mais quel type d'objet qui émet ces champs magnétiques-là vont vous intéresser? En fait, les technologies de magnétomètre, ça date de la Deuxième Guerre mondiale, quand ils essayaient de trouver les sous-marins allemands sous l'eau. Donc, ça date d'il y a très longtemps. C'est une technologie qui a évolué au fil du temps, mais qui depuis peut-être 20-30 ans peut plus ou moins évoluer. Mais dans le fond, un gros sous-marin, n'importe quelle grosse pièce métallique va venir altérer le champ magnétique terrestre. Et ça, c'est un magnétomètre assez sensible. Tu peux détecter l'objet indirectement. Donc, dans un scénario comme les sous-marins, c'est vraiment idéal. Tu es en plein milieu de l'océan, il n'y a rien de magnétique, il n'y a rien de métallique, sauf s'il y a un sous-marin. Donc, c'est un scénario de détection quand même simplifié qui permet de détecter des sous-marins jusqu'au kilomètre de profondeur. Dans le cas des meilleurs magnétomètres. Par contre, ce qui va limiter les magnétomètres, c'est qu'à partir du moment où tu as deux sous-marins, à partir du moment où tu es rendu sur Terre, qu'il y a le champ, la croûte terrestre qui a sa propre signature magnétique ou que tu as plusieurs objets qui bougent en même temps, là, ça devient un peu confondant pour le magnétomètre. Donc, ça, c'est vraiment une application, la détection d'objets.
C'est aussi utilisé beaucoup dans le segment minier pour trouver, en fait, avoir de l'information sur la géologie des sols, sur c'est quoi les structures géologiques. Là, il y a un lien à faire éventuellement avec les gisements d'or, les gisements de diamants, etc. Mais souvent, c'est combiné à d'autres modalités d'imagerie parce que l'information magnétique n'est qu'une information parmi tant d'autres pour figurer la géologie. Une autre application, c'est pour la navigation. Donc, on sait tous, là, une boussole avec le nord magnétique, ça nous permet de s'orienter. Donc, en fait, pour en arriver là, il faut pouvoir mesurer le vecteur de champ magnétique. Et il y a une grande carte magnétique à l'échelle planétaire qui est disponible, qui est dans tous nos téléphones cellulaires, dans tous les systèmes de navigation, puis qui nous sert à vraiment, là, à chaque fois que vous sortez du métro puis qu'il y a une flèche bleue qui vous dit par où vous pointez, ça compare les lectures de magnétomètre dans votre cellulaire avec cette carte à l'échelle planétaire. Il se trouve que le nord magnétique, peut-être vous le savez, là, il se déplace avec le temps. Donc, il faut constamment raffiner cette carte de champ magnétique-là. Donc, c'est super important pour les systèmes de navigation. Wow, écoute, pour toi aussi, j'aurais encore énormément de questions, mais bon, je vais essayer d'y aller peut-être avec des questions moins sur la technologie en tant que telle, mais plus sur, bon, dans le fond, vous êtes deux fondateurs ou cofondateurs de vos entreprises. Donc, vous avez gradué dans les dernières années de l'Institut quantique, entre autres, parce que vous avez fait beaucoup de choses, un et l'autre, depuis ce temps-là et même avant. Maintenant, dites-moi, là, donc, vous avez lancé vos entreprises. Lancer son entreprise, c'est une chose. Maintenant, il y a une commercialisation de la technologie. Où est-ce que vous en êtes dans l'échelle de la commercialisation? Êtes-vous toujours en recherche très fondamentale? Êtes-vous demain matin en train de vendre vos technologies à un client? Où est-ce que vous en êtes? Jérôme, je retournerai vers toi là, avec Cubic. Bien, nous autres, on est encore très early stage, comme on dit dans le jargon. On est en train de se définir. En fait, ça fait depuis 2018 que je suis activement un peu là-dessus, mais surtout depuis 2020 où est-ce que je suis à temps plein sur l'entrepreneuriat, fonder l'entreprise puis avancer de l'avant. Comme on peut le constater, puis en fait pour nous aussi, pour les technologies micro-ondes, ce qui existe en ce moment est déjà très mature, est très fonctionnel et fonctionne super bien. Donc, arriver à quelque chose qui est différenciant sur le marché va prendre du temps à développer. Il faut très bien savoir dans quel angle, quelle niche on va viser et quel va être l'aspect différenciant qu'on va amener qui va apporter de la valeur à l'utilisateur final. Ce qui n'est pas nécessairement chose aisée. En plus, on ajoute une couche un peu de complexité avec l'aspect quantique de la chose. Donc, nous, en ce moment, on a une première preuve de concept dans un laboratoire qui a démontré le gain quantique au niveau de la détection radar sur l'échelle d'un laboratoire. Donc, c'est pas long, mais c'est une première démonstration. En fait, c'est ce qu'on a réussi à faire pour être qualifié quasiment de l'impossible il y a quelques années. On ne pensait jamais pouvoir réussir à faire ça. Donc, à ce temps, nous, on dit, OK, c'est comme mettre du pain sur du beurre. C'est facile pour nous de pouvoir réussir à faire ça. Et là, on travaille à quelle va être la prochaine étape, donc notre roadmap technologique. Et surtout, d'essayer de cibler quel va être le marché sur lequel on va attaquer, mais offrir quelque chose qui n'existe pas en ce moment, qui va répondre à des besoins. Nous, en tant que tel, ce qui est notre fer de lance en ce moment, c'est l'aspect militaire défense. Pour, en particulier, la détection de drones, protéger autour des aéroports, autour des sites stratégiques, comme par exemple des centrales électriques, des bases militaires, des choses comme ça. C'est quelque chose qui est très difficile à faire au niveau de la détection, puis au niveau de la détection radar. Et puis, ce qu'on sait, c'est que si on démontre qu'on est capable de le faire pour le militaire, c'est des niveaux, puis c'est des standards qui sont excessivement élevés. Si on réussit à faire ça, après ça, il y a des segments plus commerciaux qui s'en viennent, puis qu'on va pouvoir attaquer par la suite. On parle de manipulation puis détection de micro-ondes. On utilise ça à tour de bras pour les télécommunications, pour les télécommunications avec les satellites, les réseaux 5G, 6G. C'est le genre
de choses de marché qu'on entrevoit pour l'avenir. Ça va nous prendre du temps à faire ça. C'est comme un ordinateur quantique, ça arrivera pas demain matin. Mais il y a tout un roadmap, il y a tout un développement qui est à faire, qui est à bâtir pour être différenciant, pour faire quelque chose que les technologies actuelles sont juste pas capables de faire. Donc, on en est là aujourd'hui. Et puis, on voit qu'il y a de l'intérêt. Et puis, là, on est à trouver le financement, aller de l'avant, puis démontrer ce qu'on est capable de faire. Donc, ce que je comprends, c'est que non seulement il faut déterminer donc qu'est-ce que notre technologie fait, comment elle fonctionne, mais ensuite de ça, c'est quelle application est-ce qu'on va vouloir utiliser, commercialiser, dans le fond, utiliser la technologie pour commercialiser le dispositif. Donc là, vous avez des choix à faire. Puis il y a beaucoup de possibilités, mais il faut être stratégique, c'est ce que je comprends dans le fond, dans lequel de ces éléments-là choisir en premier ou quel de ces clients-là choisir en premier. Oui, puis en fait, rendu là, c'est de l'entrepreneuriat, c'est de la commercialisation, c'est comment vendre un produit, c'est comment t'arranger pour que la gimmick que tu arrives va répondre à un besoin. Puis ça, rendu là, que ce soit quantique ou non, on s'en fiche. Le point, c'est, tu as une bonne idée, tu penses que ça peut résoudre un problème, va trouver les gens pour qui c'est un problème puis qui sont prêts à mettre l'argent nécessaire pour acheter ta bébelle. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on peut taguer puis dire que c'est quantique, c'est bien beau, mais David, tu me corrigeras si je me trompe, il y a bien des endroits où est-ce que c'est la dernière affaire qu'ils veulent entendre. Okay? Puis, ce qu'ils veulent savoir, c'est, ouais, mais regarde, c'est quoi tu peux faire pour moi? Comment ça va me coûter pour réussir à faire ça? Mais après ça, tu peux retourner la balance. Ouais, mais qu'est-ce que toi, ça va te coûter? Qu'est-ce que ça te coûte en ce moment de ne pas être en mesure de pouvoir résoudre ce problème-là? Qu'est-ce que. Puis c'est ça l'entrepreneuriat. Tu penses que tu as une bonne idée, tu veux la tester, l'amener sur le marché, que ce soit quantique ou pas, c'est la même difficulté, c'est de convaincre les gens que c'est utile, puis d'apporter un bénéfice. On ne fait pas ça pour le cash, c'est pas, on n'est pas des entrepreneurs pour le lifestyle. On veut réellement résoudre des problèmes, puis ce qu'on pense, c'est que le quantique va être la solution. C'est un peu ça. Ouais, tu touches un point super intéressant, là, le quantique pour le quantique. Dans notre cas, là, au travers de différents segments de marché qu'on a explorés, c'est une curiosité souvent. Là. Les gens ils veulent juste résoudre leurs problèmes. Puis, ultimement, il y a beaucoup de technologies qui travaillent très bien. Jérôme, ton exemple du radar, c'est une technologie qui est très bien établie. Même chose pour les magnétomètres. Quand on parle de capteurs quantiques, il existe déjà des solutions qui marchent très bien. Donc, dans notre cas, je pense que tu l'as mentionné auparavant, Jérôme, il y a tout l'aspect algorithmique qui peut tirer profit du quantique indirectement et offrir des nouvelles possibilités au niveau de traitement de signal et au niveau de la détectabilité. Donc, ce n'est pas uniquement les propriétés quantiques, mais c'est plus comme quelque chose qui découle. C'est un side intéressant à exploiter, puis que là, tu peux vraiment aller cerner, aller toucher sur un pain point, puis résoudre un problème d'un client. Là. Donc, nous, constamment, on se bat contre la métrique de la sensibilité. Puis en fait, ce qu'on a découvert au fil du temps, c'est que les clients, c'est pas nécessairement ça qui est la quantité à aller. Dans notre cas, c'est une game de précision de lecture. Donc, c'est au travers de toutes les entrevues clients, au travers de s'intéresser aux problèmes, puis de c'est quoi vraiment la quantité qui est importante pour eux, qu'on en est arrivé à cette conclusion-là. Oh, là, un peu, tu m'intrigues. Est-ce que tu peux me faire la différence entre la définition de sensibilité versus précision? Donc, toi, tes clients veulent la précision, mais pas nécessairement la sensibilité. Oui, la sensibilité, c'est l'habileté à détecter un signal dans du bruit. Donc, plus ton senseur est sensible, plus tu vas pouvoir détecter des petits signaux. La précision, c'est que si, disons, je veux détecter mon sous-marin que je mentionnais, puis mon sous-marin, ben, il va créer une anomalie, il va créer un signal de, je sais pas, 500 nanotesla.
En fait, si tu veux avoir des algorithmes pour interpréter, pour vraiment extirper le plus d'informations possible de cette lecture-là de 500 nanotesla, il faut que ta lecture elle soit précise. Donc, est-ce que c'est vraiment 500 nanotesla ou c'est 500 nanotesla plus 20 nanotesla? Si ton senseur, 10 minutes après, il va te dire c'est 520 nanotesla, peut-être tu vas dire, à la place d'être un sous-marin qui a, je ne sais pas, la taille du building de l'IQ, peut-être que finalement à 520, ça va être un sous-marin qui a la taille du building de sciences au complet à Sherbrooke. Donc, ça peut créer vraiment une grosse erreur sur l'interprétation. Donc, la précision est extrêmement importante pour ces domaines-là. Puis même en géophysique, c'est la même chose. La précision de mesure est super importante. On a un challenge dans lequel on est impliqué, le challenge MagQuest, que c'est de raffiner justement la carte de champ magnétique à l'échelle planétaire que je mentionnais. Et dans leur cas, c'est vraiment la précision des mesures qui est le plus important parce qu'ils créent la carte de référence pour la navigation. Donc, à partir du moment où tu as une dérive, là, tu ne vas plus à la bonne place. Donc, tu as besoin de la fiabilité sur les mesures. La sensibilité, oui, mais pas autant que la précision. Excellent, excellent. Écoute, merci pour toutes ces précisions-là. J'y suis très sensible, évidemment. Mais écoute, blague à part, de votre côté, est-ce que choisir à qui vous allez le vendre, c'est-à-dire quel type d'utilisation de la technologie, là, donc de votre magnétomètre, est-ce que ça a été difficile ou est-ce que vous avez eu à faire ce choix-là du côté de SB Quantum? Oui, absolument. Au travers du programme d'accélération de Creative Destruction Lab, auquel j'ai pris part il y a, déjà un an et demi. On a fait beaucoup d'entrevues avec des clients potentiels. Donc, le nombre de cas d'utilisation des magnétomètres est hyper varié. On est allé de l'aquaculture où il y a des gens qui nous ont demandé est-ce qu'on pourrait compter des poissons avec les champs magnétiques. La réponse a été non. On file jusqu'à des applications plus traditionnelles en défense. Donc, au fur et à mesure qu'on a regardé toutes ces applications-là, puis des entrevues, on a pu faire un entonnoir puis sélectionner un peu plus des applications où on voyait plus de potentiel pour la technologie quantique. Donc, en ce moment, on se concentre vraiment beaucoup sur les applications en géophysique, donc de trouver des nouveaux gisements de minéraux stratégiques, entre autres, qui sont super importants pour fabriquer toutes les batteries qu'on a besoin pour la transition énergétique. Il y a aussi tout le segment spatial que je mentionnais pour raffiner la carte de champ magnétique à l'échelle planétaire. Puis un autre segment qu'on a identifié, évidemment, c'est tout ce qui est défense, donc de pouvoir faire de la détection soit de sous-marins, soit d'objets qui passeraient dans des tunnels ou d'objets qui pourraient être camouflés par d'autres méthodes, mais qu'on pourrait détecter via le magnétisme. OK. Puis, côté maturité de la technologie, de votre côté, vous avez commencé les tests. Puis là, tantôt, tu nous disais que ça fonctionne à température pièce, mais ça fonctionne aussi à moins 30 degrés parce que tu as testé ça à moins 30 degrés dans les derniers temps. Où est-ce que vous en êtes côté test, justement? Oui, côté test, notre segment le plus avancé, c'est en géophysique. Donc, pour vraiment au stade de l'exploration, de faire des cartographies de champs magnétiques pour figurer où sont les gisements d'intérêt via le magnétisme. C'est important de mentionner, on est rendu sur le terrain, on a développé un backpack dans lequel on fait ce qu'on appelle l'intelligence magnétique, là, pour lequel on a besoin d'avoir un réseau de senseurs de champs magnétiques. Présentement, on fait ces preuves terrain-là avec un magnétomètre classique pour tout développer le stack d'algorithmes pour interpréter les données. C'est un nouveau type de données qui est peu utilisé dans le domaine. Éventuellement, on va substituer pour notre capteur à base de diamant. Donc, le capteur à base de diamant, on l'a certifié à moins 30, donc pas moins 20, pas moins 30 encore. Okay. Puis on le prépare pour le déploiement dans l'espace. On l'a amené en France pour faire des démos sur un coin de table. Il y a beaucoup de personnes chez SB qui, justement, ont leur propre magnétomètre quantique sur leur bureau pour faire leurs expériences. Puis on l'a amené dehors en tant que station de référence. Donc, pour tout ce qui est relevé magnétique, on a besoin de mesurer c'est quoi le champ de base terrestre qui peut fluctuer dans le temps. Donc, on s'entraîne vraiment à déployer sur le terrain la technologie
on en apprend beaucoup sur comment les technologies actuelles sont utilisées puis comment on peut apporter une valeur supplémentaire. Excellent. À tous les gens qui écoutent actuellement, si jamais vous avez des questions, vous pouvez commencer à les mettre là, dans l'espace de discussion. Moi, il m'en reste encore quelques-unes, je dois dire, mais si jamais vous avez des questions pour Jérôme et David, gênez-vous pas pour les ajouter. Petite question pour vous. Dites-moi, bon, les deux, vous êtes passés par l'IQ. Est-ce que vous êtes encore en lien avec le milieu universitaire? Jérôme, toi aussi, du côté de Waterloo, tu as des liens. Donc, est-ce que vous êtes encore en lien avec le milieu universitaire ou est-ce que maintenant vous volez de vos propres ailes, c'est-à-dire que vous avez vos entreprises puis ça roule de façon, je veux dire, indépendante, là? Dans notre cas, effectivement, on a j'ai une attache particulière à l'Institut quantique. J'ai tissé des liens d'affinité avec mon partenaire Chris Wilson à l'Université de Waterloo, qui est un autre pôle de développement de technologie quantique au Canada et dans le monde. Et puis, fondamentalement, dans notre cas, comme on est en train de développer la technologie, il y a l'aspect fondamental qui est toujours très proche. Ceci dit, avec le COVID et tout ça, ça a complexifié un peu les interactions et les relations. Ça fait 2 ans, quasiment juste jour pour jour, que je n'ai pas mis les pieds à l'université. Puis, il y a 2 ans, l'Institut quantique, il y avait même pas, c'était même pas construit. Fait que c'est la première fois que je mets les pieds ici, puis ça me donne juste le goût de revenir, en fait. Puis, définitivement, l'Institut quantique va être central dans le développement de notre techno. J'attendais juste le bon moment pour arriver et dire, OK, là, c'est ça qu'on fait. Y a-t-il quelqu'un qui est intéressé? On va avancer de l'avant. Puis d'attirer les gens, les partenaires qui vont nous aider à avancer. Puis clairement, ça va être au sein de l'Institut qu'on va réussir. Avec l'annonce de la zone d'innovation aussi qui va avoir lieu à Sherbrooke, ça tombe juste super bien. Ça va vraiment nous permettre de dérisquer au maximum le développement de la techno, nous permettre de focaliser sur l'innovation puis aller de l'avant avec des outils qui vont être pratiques là, pour l'industrie. Excellent, David, de ton côté. Oui, dans notre cas, oui, on a des projets actifs de collaboration avec l'Institut quantique, surtout avec le groupe de professeur Pierrot Ladrière, avec qui, justement, on se penche sur comment augmenter la sensibilité, parce qu'on n'est pas encore on par avec les technologies commerciales. Comment augmenter la sensibilité en manipulant mieux l'état des centres NV dans le diamant, comment adapter nos signaux électronique pour avoir un meilleur contrôle. Donc, un projet collaboratif justement avec Keysight Technologies. On a aussi d'autres projets plus côté microfabrication, qui est un aspect qu'on n'a pas touché pour l'instant, parce que notre but, c'était toujours d'avoir le plus rapidement possible un prototype à amener sur le terrain. Donc, on a un projet pour faire de la gravure de structure photonique sur le diamant, pour qu'à terme, on puisse avoir des plus petits dispositifs, des dispositifs plus performants. Donc, on a plusieurs projets collaboratifs en cours pour vraiment dérisquer certaines approches qui sont à plus long terme. Évidemment, là, le Quantum Fab Lab est en train d'être finalisé à l'Institut quantique. Donc, pour nous, ce que ça veut dire, c'est l'accès à des infrastructures pour tester des choses plus du côté optique, parce qu'on fait beaucoup d'optique, qui demandent des infrastructures particulières, là, des tables optiques, puis des mesures de sécurité plus évoluées, on va dire. Donc, ça, c'est certainement, on va être de retour au Quantum Fab Lab pour tester des nouvelles idées, comparer avec des montages un peu plus similaires à ce qui se ferait dans un contexte plus scientifique, puis essayer des idées un peu plus fun. Excellent. On a une question qui arrive qui demande concrètement comment la zone d'innovation va vous affecter, évidemment en bien ou en moins bien, mais j'imagine que c'est très positif. En tout cas, nous, on le sent très positif de notre côté. Je vais être curieux de vous entendre là-dessus. Est-ce que c'est du côté
côté aide financière? Est-ce que c'est du côté dynamique d'un écosystème, justement, où il y a l'université, où il y a des entreprises en démarrage, des grandes entreprises, il y a un bassin d'experts aussi, d'expertes là, en quantique. Donc, de quelle façon vous voyez là, la zone d'innovation par rapport à vos entreprises? T'sais, on va y aller avec David pour répondre en premier sur cette question-là. Good. Ben, je dois l'avouer, j'ai plus ou moins de détails sur la zone d'innovation, ce que ça veut dire concrètement, mais du côté plus méta, clairement, on voit ça d'une manière très positive du point de vue attraction de talent. Donc, Sherbrooke, ça demeure que c'est une petite ville. Il faut convaincre le monde de venir en Estrie en général. Donc, clairement, point de vue attraction de talent, on voit ça de manière très bénéfique. N'importe quelle compagnie ou start-up en quantique va arriver avec leur famille, etc. Donc, ça devrait nous aider beaucoup à accélérer notre développement, accélérer notre recrutement. Côté de l'aide financière, c'est quelque chose qu'on est en train de préciser en ce moment, mais j'imagine qu'il faut avoir des programmes de financement un petit peu élargis pour la zone ou un accès un peu plus facilité à du financement, mais ça, c'est quelque chose qu'on regarde. Je pense que j'ai cru comprendre aussi qu'il y aurait certaines chaires en quantique à l'Institut. Donc, encore une fois, accès à du personnel hautement qualifié, à une expertise plus de pointe dans le domaine du quantique, qui pourrait aider justement à établir plus de partenariats en tant que start-up avec l'Institut quantique, puis vraiment dérisquer les développements futurs. Excellent. Jérôme, de ton côté, ça a l'air de quoi? Écoute, j'aurais dit la même affaire. Je rajouterais là-dessus, c'est pas toutes les technologies qui ont un niveau de risque, un niveau de coût de développement qui est le même. On parlait tantôt du fait que un des gros avantages de la technologie de David, c'est que ça fonctionne à température ambiante. Avec les circuits supraconducteurs, les technologies d'ordinateurs quantiques et tout ça, nous autres, on est un peu dans ce giron-là. On utilise la supraconductivité. Ça nécessite des systèmes cryogéniques qui sont excessivement coûteux, excessivement onéreux. Il y en a besoin d'avoir des équipements de mesure et de contrôle micro-ondes qui sont vraiment à la fine pointe pour faire nos recherches, faire notre développement, puis après ça, ultimement, packager ça dans quelque chose qui va être performant, mais pour une utilisation spécifique. Mais ces équipements-là, pour une start-up, c'est juste pas achetable. Ça coûte, c'est ben trop cher. Et la zone, ce qu'elle permet de faire, c'est oui, un regroupement de différents acteurs dans le milieu, tantôt des multinationales qui arrivent à des équipementiers, tantôt des startups qui vont arriver puis vont dire, OK, nous autres, on a une idée, un peu comme nous. On veut tester ça dans le laboratoire. Comment est-ce que je fais pour essayer de faire ça, que ça me coûte le moins cher possible parce que j'ai pas un apport financier d'un mécène ou d'un ange qui arrive avec des millions de dollars. Et donc, l'idée ici, c'est qu'avec juste essentiellement le coût de la main-d'œuvre, des chercheurs qui sont là, on a un service technique, on a les équipements, on a le savoir-faire qui va être là. On a accès à des étudiants, comme David disait, des talents qui sont là puis qui vont nous aider à mettre la main à la pâte puis accélérer l'aspect recherche puis s'en aller vers du développement, éventuellement de produits puis qui va sortir de cette zone-là pour faire vraiment une entité indépendante par la suite. Mais c'est le démarrage qui est excessivement coûteux et onéreux. Et on ne peut pas réussir à convaincre un investisseur ou même des gouvernements d'investir dans une start-up, dans une idée à hauteur de 10 millions de dollars quand la seule affaire qu'ils ont, c'est une idée. La zone, c'est justement de l'idée à l'innovation. C'est comment essayer de faire que ce processus-là soit le moins risqué possible, le moins onéreux pour un maximum de gens. C'est ça que ça va permettre. Si je peux ajouter peut-être à un haut niveau là, ce que ça veut dire, la zone, c'est un peu de dire, hey, c'est à Sherbrooke que ça se passe pour le quantique. Si vous avez des idées funky à essayer, puis que vous voulez être avec du monde qui sont calés en quantique, puis pousser, c'est ici que ça se passe. Je pense qu'il y a l'espace quantique qui s'en vient, qui va permettre à des startups, si je reviens un peu en arrière, là, quand j'ai débuté avec l'idée du magnétomètre quantique à base de diamants, là, avoir accès ça n'a pas besoin d'être des grosses sommes, des petites sommes pour démarrer, prototyper une idée, tester ça dans un contexte super dynamique,
puis d'avoir justement le support d'experts dans le domaine. Je pense que c'est ça que ça veut vraiment dire, la zone. C'est d'être dans un système, là, ça boue. Là. Il y a beaucoup d'idées qui s'échangent, puis tout est possible. Là. Écoute, j'ai quasiment le goût de mettre fin au webinaire avec cette citation-là, tellement c'est bon. Mais bon, il me reste encore une couple de questions pour vous. De façon très terre-à-terre, je me demandais, est-ce que la pénurie de main-d'œuvre, évidemment, qui touche tous les secteurs essentiellement, est-ce que ça vous a déjà rattrapé dans vos entreprises ou est-ce que vous êtes encore, je veux dire, assez petit avec une petite équipe, un petit noyau dur, que ce n'est pas encore un enjeu, mais que ça le deviendra peut-être? Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? David, vas-y donc. C'est un enjeu. Toujours. On est chanceux parce que à l'Université de Sherbrooke, on a un bon programme coop. Ça permet d'avoir accès quand même facilement, entre guillemets, à de la belle expertise très variée. Côté attraction de talent, c'est sûr, en ce moment, tout le monde s'arrache, disons, les codeurs. Tu sais, dans notre cas, on cherche des codeurs full stack, et c'est très difficile à trouver. On est quand même aidé par le fait que maintenant, tout est décentralisé. Donc, il y a certains postes qui peuvent être effectués à distance. Donc, ça peut aider dans une certaine mesure, mais aussi, ça fait en sorte qu'il y a des gens plus en Estrie qui vont se relocaliser ailleurs. Donc, c'est très intéressant, on va dire, comme dynamique. Jérôme, de ton côté? Nous autres, on est en démarrage, donc on n'a pas eu encore tout à fait cet enjeu-là. On a ouvert un poste de postdoctorat, puis effectivement, c'est le bassin est quand même assez limité. Effectivement, oui, la décentralisation aide dans une certaine mesure. En même temps, les restrictions COVID, les visas, tout ça, le fait que le voyage se fait un petit peu moins bien, l'attraction d'étudiants de l'étranger est un petit peu plus ardue par moment, surtout quand on a besoin d'avoir des gens qui sont là dans le laboratoire et qui font des manipulations. Je pense que ce qui aide, et ce qu'il faut que les gens comprennent aussi, c'est que malgré que ce soit quantique, l'aspect quantique de la chose à l'intérieur de la techno, c'est une affaire. C'est peut-être 10, 15, 20 %. Tout le reste, il faut que ça soit intégré à l'intérieur d'un système, à l'intérieur d'une machine qui va faire quelque chose. Et puis, c'est là que, oui, OK, tu peux avoir des gens qui sont vraiment calés sur l'aspect quantique de la chose, mais tout le reste, tu as besoin de toute la tirette, tu as besoin d'ingénieurs, tu as besoin de programmeurs, tu as besoin de gens qui sont dans l'aspect business pour la running, la business aussi, puis qui vont tout aider puis contribuer à faire en sorte qu'on passe d'une idée un peu folle, un peu débile, mais qui va résoudre un problème réel après. Puis, tu n'as pas besoin d'avoir la fine connaissance du quantique, tu as juste besoin de comprendre c'est quoi le point, c'est quoi l'idée, c'est qu'est-ce qu'on essaie de faire, c'est quoi qu'on essaie d'accomplir. Puis une fois que les gens ils ont compris ça, là, après ça va. Puis même, je dirais, pour extraire tout le potentiel du quantique, on a besoin de ces expertises complémentaires là, pour pouvoir, on l'a mentionné, là, au niveau des algorithmes, tant au niveau du radar. Je pense que c'est vrai pour tous les capteurs. Pour extraire tout le potentiel, on a besoin de connaissances en mathématiques, en ingénierie, de plein de domaines. On engage du monde en robotique, on engage... Puis on a besoin aussi de tout le monde en support. Là. Donc, que ce soit en administration, que ce soit en marketing, pour aller défricher nos idées, aller sur le terrain, aller valider. OK, puis ça, dans le fond, c'était le côté, je vais dire, humain et expertise. Maintenant, du côté vraiment la technologie puis commercialisation, vous êtes encore en prototypage. Puis bon, prototypage, on comprend que ça prend du matériel spécialisé, tout ça, mais ce n'est pas encore la mise à l'échelle de la commercialisation. Comment vous entrevoyez cette commercialisation-là, cette mise à l'échelle qui viendra éventuellement dans quelques mois, quelques années? Dans notre cas, notre objectif, c'est d'avoir notre premier produit là, de magnétomètre à base de diamant en début d'année prochaine. Donc, pour spécifiquement là, notre challenge MagQuest. Donc, ensuite, ce sera dans un horizon de 2 à 3 ans où on commencera à faire un plus gros volume d'unités. Entre-temps,
On a d'autres marchés comme pour la géophysique où ça demanderait un plus gros volume d'unités à plus bas coût. Donc, je pense dans ce cadre-là, il y a certains éléments de la chaîne d'innovation intégrée à Sherbrooke qu'on peut exploiter pour faciliter cette mise à l'échelle-là. Mais des enjeux qu'on perçoit déjà, c'est au niveau de la certification de notre produit, au niveau de la chaîne d'approvisionnement aussi, et l'assemblage. Donc, en ce moment, on est en train de commencer à effleurer ce sujet-là parce qu'on fait du prototypage au niveau de peut-être 20 unités pour l'instant, mais c'est une très bonne question. Je ne saurais pas quoi répondre pour l'instant. Non, c'est pas une facile. C'est pas une facile. Non. Jérôme? Nous, c'est ça, oui, prototypage. Il y a des versions plus classiques, terre à terre, faible coût et fonctionnelles qui peuvent apporter un gain qu'on peut faire. Mais dans un horizon d'un an ou deux, on pourrait arriver avec ces prototypes-là sur le marché pour faire des tests, surtout pour tester notre plateforme, nos algorithmes, pour après ça faire la version quantique de la chose. Ce qu'on prévoit, c'est dans un horizon d'à peu près 5 ans. D'arriver avec un appareillage quantique qui pourrait être mobile souterrain. L'aspect cryogénique qu'on a besoin, nous, de notre côté, complexifie un peu l'appareil, complexifie aussi nécessairement un peu la chaîne d'approvisionnement parce qu'on va avoir besoin, oui, OK, de la circuiterie, de l'électronique, de contrôle et tout ça, mais on va avoir besoin aussi d'éléments cryogéniques, des pompes, etc. Puis ce qui va faire en sorte que l'approvisionnement de ces différents constituants-là va rendre le tout un peu complexe. Je pense que ça va être super intéressant d'approcher des équipementiers de ce type d'équipement-là pour être en mesure de pouvoir être fourni à bon escient puis dans un rythme qui est fonctionnel avec les livraisons. Contrairement à David, je pense lui, il peut espérer viser un marché de plus de commodité. Tout le monde pourrait avoir son magnétomètre dans son téléphone cellulaire. Dans notre cas, c'est sûr que ça va être plus un marché de niche. On ne pensera pas vendre des millions d'unités système cryogénique par année, clairement pas. Mais ne serait-ce que juste se rendre à une dizaine, une centaine d'unités serait déjà un très grand défi pour nous à réaliser là, à moyen terme. Puis c'est ça. Effectivement, ce n'est pas une question qui est facile à répondre à ce stade-ci. Mais il faut y penser. Merci. Écoutez, c'était fascinant de vous écouter. On aurait définitivement pu continuer ça une autre bonne heure, je suis pas mal persuadé. Si on va en mot de la fin, je vais prendre une question que Michel Bureau-Ladrière a posée dans le chat. Je vais essayer de peut-être la reformuler. Si je vous demandais si vous aviez un conseil à donner à un étudiant, une étudiante, un étudiant qui est au bac actuellement, que ce soit en physique ou dans un autre domaine, pour arriver sur le marché du travail. Puis là, dans votre contexte de start-up, qu'est-ce que ça serait ce conseil-là? Qu'est-ce que quelqu'un devrait avoir en tête pour bien se préparer au marché du travail, puis peut-être particulièrement là, dans une petite entreprise? Donc, peut-être une dernière minute chacun là, pour répondre. Puis si vous avez un mot de la fin à ajouter, allez-y aussi. C'est une super bonne question. Je pourrais peut-être répondre en me disant qu'est-ce que je pourrais m'attendre de quelqu'un qui arrive chez nous. Je pense quelqu'un qui est ouvert d'esprit, d'essayer des choses, de ne pas avoir peur de se tromper, parce que c'est sûr qu'il va falloir qu'on essaye énormément de trucs avant de pouvoir réussir à faire une différence. Parce que c'est comme David le disait, c'est sur le marché en ce moment, il y a plein de technologies qui sont déjà existantes puis qui peuvent fonctionner déjà très, très bien. Mais définitivement, avoir des gens qui sont ouverts d'esprit, qui sont willing de mettre la main à la pâte, qui n'ont pas besoin de travailler 1000 heures par semaine, c'est pas ça qu'on cherche, mais des gens de cœur qui sont dévoués pour faire avancer la cause par en avant, avec leur talent puis leur savoir-faire, ça va être ça, je pense, l'objectif. Là. Je pense qu'on a parlé beaucoup, le quantique, c'est juste une portion de ce qu'il y a à accomplir. Donc, il y a plein d'autres skills, comme des skills de management, de pouvoir bien planifier son travail, de bien pouvoir l'estimer. Donc, ça c'est quelque chose qu'on recherche chez les gens, puis c'est ce qui fait que les gens se démarquent, puis sont efficaces, qu'ils peuvent devenir plus proactifs dans leurs tâches.
Je dirais, ouais, du monde qui n'ont vraiment pas peur de se planter. Parce qu'on est en développement. Ce qu'on fait, c'est cutting edge, c'est nouveau. C'est sûr que ça ne marchera pas. Mais on va l'améliorer. Ça ne marchera pas, mais on va l'améliorer. Puis à un moment donné, on va se rendre à quelque part. Donc, il y a du monde qui n'ont vraiment pas peur de se planter puis qui ne veulent pas nécessairement développer la perfection. Là. Je veux dire, c'est un chemin. On est là pour l'aventure. Maintenant, tout est rendu tellement intégré avec les algorithmes, les capteurs, puis même côté processing des données, que des gens avec des bons skills de programmation, c'est quasiment rendu essentiel, avec des outils qui sont adoptés par un peu tout le monde, puis aussi des gens qui sont prêts à travailler en équipe. Donc, comme on l'a dit, hautement multidisciplinaires, donc qui sont habitués d'interagir avec d'autres personnes dans leur équipe, s'ils ont un problème, d'aller chercher de l'aide, puis de rapidement pouvoir débloquer ce qui ne marche pas pour progresser vers l'avant. Puis, tu sais, je pense, en génie, en tout cas, le programme d'apprentissage par problème, de projet de feedback, on le voit vraiment, là, ça fait des gens qui sont extrêmement performants quand on les met dans une start-up. Là. Wow, sur ce mot de la fin, il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous deux, Jérôme Bourassa de Cubic, David Roiguet de SB Quantum. C'était vraiment une belle heure. Merci énormément. Pour ce qui est de Curieux Quantique, vous pouvez toujours vous abonner à l'infolettre et recevoir toutes les infos sur les prochains événements avec l'adresse qui vient d'apparaître dans l'espace de discussion. Pour les gens qui sont à l'Institut quantique, ce vendredi, il y a le lancement de la deuxième énigme quantique. Donc, si vous savez de quoi je parle, c'est à vous que je m'adresse. Donc, vendredi, 11h30, dans l'auditorium, on va être très content de lancer cette deuxième énigme en direct, en personne, donc à l'Institut vendredi. Et le prochain webinaire de Curieux Quantique se déroulera, oui, le 23 mars. Normalement, si les dates ne changent pas, c'est ce qui est en ligne. Et le sujet, ce sera le quantique contre la lutte au changement climatique. Sur ce, merci beaucoup tout le monde. Ce fut un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui.